Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Chers collègues élus du Conseil municipal, je salue bien entendu celles et ceux qui nous suivent sur la chaîne locale de l'ASTV et sur les réseaux sociaux. Avant d'aborder l'ordre du jour de notre Conseil communal municipal, je veux en notre nom à tous honorer la mémoire des personnes décédées récemment sur la ville. Madame Alouin Nadine, agent de la ville décédée le 17 novembre 2023 à l'âge de 78 ans. Madame Alouin Nadine, retraitée depuis 2007, est arrivée au sein de la collectivité en avril 1985. Elle a occupé, durant toute sa carrière, les fonctions de responsable au sein du service informatique. Monsieur Escutner Jean-Claude, agent décédé dans la nuit du 24 au 25 novembre 2023, à l'âge de 73 ans. Jean-Claude Escutner, retraité depuis 2011, est arrivé au sein de la collectivité en 1985. Il a occupé durant toute sa carrière les fonctions de responsable au sein de notre police municipale. Monsieur Édouard Évrard, dit Doudou pour ceux qui le connaissent, ses proches, il nous a quittés le 21 novembre 2023. Il fait partie des personnalités qui ont marqué notre ville, de par son action politique en tant que conseiller municipal et adjoint au maire avec René Carême, puis avec André Demarthe. Un homme politique comme on les aime, proche des habitants, à l'écoute, disponible, travailleur. 18 années de mandats locaux, de 1992 à 2001. Beaucoup plus d'engagement associatif. Toujours disponible pour aider les associations de notre ville, Édouard a été, entre autres, trésorier du centre de santé, de l'ASTV, président de l'amicale bouliste, trésorier de notre section locale du Parti socialiste, parrain de cœur du Chevalet Grand Saintois, membre de nombreux conseils d'administration d'associations locales, au sein desquelles il occupait, devinez quoi, bien entendu, il s'occupait de la comptabilité et de la trésorerie. C'est effectivement une de ses passions. Il en fit son métier, la comptabilité. Il commença sa carrière au service comptabilité d'Usinor Valenciennes pour venir travailler en 1967 à Usinor Mardic. Édouard et Paulette, c'est également une passion commune pour la pétanque, même si Paulette jouait beaucoup mieux qu'Édouard. Il était fier de me montrer, lorsque j'allais régulièrement chez lui, les nombreux trophées qui trônaient chez lui. Trophées, bien entendu, gagnés par Paulette. Partie de pétanque, engagement associatif et politique, c'est aussi le temps des vacances et les fameux mobil-hommes à Saint-Égulphe. Soleil, farniente et surtout pétanque. J'ai eu la chance de célébrer les noces de diamant de Paulette et Édouard en 2018. J'ai eu la chance, avec Delphine, mon épouse, d'avoir eu Édouard comme officier d'état civil lors de notre mariage en 1998. J'ai surtout eu la chance de connaître Édouard, qui, à titre personnel, m'a énormément apporté. En m'accueillant avec d'autres camarades au sein de la section socialiste de Grande-Sainte, en m'accompagnant dans mon apprentissage politique, en m'engueulant lorsque je n'étais pas assez attentif ou en retard dans le règlement de ma cotisation. Car Édouard, c'était aussi, pour ceux qui le connaissent, un sacré caractère qui pouvait râler et nous sourire juste après. Lors des nombreux votes en section, Édouard s'occupait toujours de l'organisation. Et à l'issue du scrutin, il préparait toujours avec une attention particulière un moment de convivialité autour d'un sandwich. Et presque à chaque fois, il annonçait en râlant que c'était la dernière fois qu'il s'en occupait et qu'il fallait penser à la relève. Et pourtant, il restait toujours volontaire et fidèle à son poste. Depuis l'annonce brutale de son décès, je ne compte plus le nombre de témoignages de la part de nos concitoyens, des présidents d'associations, des agents de notre collectivité, qui gardent tous en mémoire la personnalité d'Édouard, toujours bienveillant. Je n'oublierai jamais Édouard, et je voudrais rendre aussi à ses copains, à ses amis, Daniel qui était ici, avec Jean-Marie qui lui rendait souvent visite et qui l'ont beaucoup aidé sur sa fin de vie. On a aussi malheureusement, le 7 décembre dernier, subi le décès de notre ami, notre compagnon, notre camarade Éric Fontaine. Notre peine est immense, notre douleur incommensurable. Les mots nous manquent, comment pourrait-il en être autrement ? Je vous fais lecture de l'hommage que je lui ai rendu, d'une partie de l'hommage que je lui ai rendu le jour de ses funérailles. Éric, c'est à toi que je m'adresse, toi le fidèle compagnon de route, celui qui, malgré les épreuves, les tempêtes, a toujours su rester droit. Certainement une qualité héritée de ton passé militaire, car tu as servi ton pays avec force, honneur et courage. Des qualités appréciées dans le milieu professionnel, dans le milieu des travaux publics, dans l'entreprise EGD, où tu étais chef d'équipe. Tu nous parlais souvent de tes chantiers et de ton amour pour le travail bien fait. Et puis,
Surtout ta vie de famille aux côtés de Sylvie, toujours ensemble, inséparables. Et toi, le grand gaillard, même diminué, tu as voulu préserver ton épouse et ne rien laisser paraître lorsque ton corps s'affaiblissait. Ça va aller, tu nous disais, avec un petit sourire malicieux, même si au fil des jours, ce sourire était de plus en plus triste. Un sourire malicieux lorsque tu évoquais tes enfants dont tu étais particulièrement fier, et tes petits-enfants qui envahissaient la maison. Ce sont de sacrés tiges, tu me disais souvent. Impossible de se reposer, ils n'arrêtent jamais. Toi, le grand gaillard, tu étais débordé par une petite bande que tu as adorée. Un grand gaillard qui s'est aussi illustré en première ligne au carnaval. Une autre de tes passions. Fier de tes origines, respectueux de la tradition, des valeurs de solidarité et de partage. Infatigable durant cette longue période de festivités, tu t'investissais pleinement dans l'organisation des festivités carnavalesques, jusqu'à créer avec Bruno, Nathalie et d'autres l'association Les Pinch, association carnavalesque de notre ville. Sens de la fête, partage, convivialité, respect et solidarité, les maîtres mots de ton engagement carnavalesque. Tu peux être fier de ce travail accompli. Tu étais particulièrement fier lors des remises de dons que vous effectuiez pour de bonnes œuvres, dons provenant des actions que vous aviez vaillamment menées tout au long de l'année, car c'est surtout cela l'esprit du carnaval, la philanthropie. Une autre de tes facettes, et non pas des moindres, c'est l'engagement pour ta ville. Un engagement politique au sens noble du terme. Être là pour servir et non pas se servir. Être présent pour le bien commun et donner beaucoup sans rien entendre en retour, sauf la fierté du devoir accompli. Nous sommes ensemble depuis le début, avons vécu ensemble de bons moments et aussi, il me faut le dire, des moments plus difficiles, comme seule la politique sait nous en infliger. Tu as toujours été un de mes plus fidèles soutiens, jamais défaillant, robuste, comme une première ligne. Nous avons été ensemble colistiers en 2008, 2014, puis en 2019 et 2020. Je t'ai confié les délégations aux festivités locales et aux anciens combattants. Des délégations qui t'allaient à merveille. Ton investissement a été sans faille. Tu as été un véritable moteur avec les agents, avec les associations, pour toujours proposer, améliorer, innover. Noël scintillant, les estivales, les podiums, les séjours avec les collégiens et l'UNC. Nos projets étaient un peu fous, et ensemble nous l'avons fait. Notre slogan de campagne était « Ensemble agissons pour notre ville ». Tu as particulièrement œuvré afin de rendre cela possible. Rendre les gens heureux, fiers d'habiter Grande-Synthe. Tu as été un artisan de cette réussite. Merci à toi. Grande-Synthe ne t'oubliera pas, Éric. Au nom des élus du conseil municipal, en mon nom personnel, nous présentons nos sincères condoléances aux familles de Madame Allouin, Monsieur Escutner, Monsieur Évrard, Monsieur Fontaine. Sans transition, j'accueille avec beaucoup de joie Madame Samira Daoudi, qui donc intègre notre Assemblée. Je sais pouvoir compter sur ton engagement au service de notre ville. Un dernier mot en ouverture de notre séance, pour féliciter à nouveau l'ensemble des services municipaux qui ont œuvré avec passion et fierté pour que la ville de Grande-Synthe soit maintenue au rang des 4 fleurs du label national des villes et villages fleuris. Distinction qui nous a été remise le 12 décembre dernier à Paris. Et puis, la 3e édition de Noël scintillant a été lancée lundi dernier, en présence de nombreux habitants, familles et enfants, qui se sont émerveillés autour des manèges, des animations et du feu d'artifice. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 23 décembre pour la descente du Père Noël à partir de 18 h. Je propose que le secrétaire de la réunion soit M. Denis Vergrit. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas, donc Denis, tu peux procéder à l'appel des élus. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Monsieur le maire, bonsoir. Axe Marjorie, pardon. Afaska Kadouj, excusé. Amichi Ketloum. Monsieur Arab Redouane, excusé, donne pouvoir à Cuvelier Benoît. Belkana Najat, excusé, donne pouvoir à Axe Marjorie. Bayard Martial. Calonne Nicolas. Shabab Selima, excusé, donne pouvoir à Monsieur Habib El Abbassi. Cordier Claudine. Cuvelier Benoît. Dacosta Albert. Daoudi Samira. Da Silva José. Dami Nicolas. Dassonville Michel. Desmazière Nathalie. El Abbassi Habib. Famchon Karine. Abchi Aïcha.
excusé de ne pouvoir à Vanel Anne-Sophie. Juste Patrick. Junot Bernard. Leca David. Maza Sylvain. Messman Vanel Chantal. Michel Daniel. Pâques Véronique. Pinella Atab Michel. Pardon, excuse-moi. Plaquet Jean-Christophe. Ria Fetti. Samier Van la Rodil. Présente. Sergent William. Toul Karima, excusé de ne pouvoir à Bayard Martial. Vanel Anne-Sophie. Perry Denis moi-même présent. Et enfin Zambil Gossion Sarrazin Nadia. Merci. Voilà, le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. On commence par l'approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre dernier. Y a-t-il des remarques ou des observations uniquement sur la forme et non pas le fond? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote l'approbation du procès-verbal. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Il est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On commence par l'administration générale. Et le premier point, M. Nicolas Damy, sur l'avis sur dérogation exceptionnelle à l'interdiction du travail dimanche accordée par le maire au titre de l'année 2024. Merci, Monsieur le maire. Titre 3 de la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, relative notamment au développement de l'emploi, a introduit des mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche et en soirée. Il précise que dans le cadre de cette dernière, la ville doit délibérer comme chaque année pour définir les modalités des ouvertures dominicales, nombre de dimanches et dates octroyées pour les différents secteurs d'activité commerciale concernés. Monsieur le maire propose donc les dates inscrites dans le tableau ci-dessous, donc vous l'avez juste en dessous. L'arrêté municipal devant également préciser le type de repos octroyé, il est proposé que ce dernier soit de type compensateur d'une durée équivalente à prendre dans la quinzaine qui précède la suppression du repos. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Denis Vergrit pour l'indemnité de gardiennage pour l'Église. Merci, Monsieur le maire. Il est rappelé à l'Assemblée que le Conseil municipal doit délibérer sur le montant de l'indemnité allouée au prêtre ou à la personne chargée du gardiennage des églises communales, à savoir pour Grande-Sainte, l'église Saint-Jacques. Le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales pour l'année 2023 est fixe à 499,75 €. Ce montant a été revalorisé afin de prendre en compte la revalorisation du point d'indice de 3,5% datant du 1er juillet 2022 et celle de 1,5% datant du 1er juillet 2023. Le plafond à compter du 1er janvier 2024 prendra en compte la revalorisation sur l'année entière de 1,5% du point d'indice de l'année 2023 et est fixe à 503,42 €. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Merci Denis. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 3. La création d'un poste non permanent d'enseignant artistique. Madame de Mazières, Nathalie. Merci, Monsieur le maire. L'article L 332-23-1 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois, renouvellement compris. Il est nécessaire d'assurer la participation aux missions d'enseignement artistique, notamment dans le domaine de l'art, du dessin, de la peinture, de la sculpture, au sein de l'école Permec de la ville. Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au conseil municipal de créer, à compter du 1er janvier 2024, un emploi non permanent sur le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, dont la durée hebdomadaire de service est de 20 heures par semaine, temps complet, et d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel pour une durée de 12 mois maximum. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nathalie, je te laisse la parole pour la semaine des 4 jours, les 1607 heures et certaines modifications. Oui, merci Monsieur le maire. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures. Tout en tenant compte des spécificités des missions exercées, la collectivité peut définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail, dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation. Une délibération avait été déjà prise sur la mise en place des 4 jours au sein de la collectivité lors du conseil municipal dernier du 18 octobre 2023. La présente délibération vient apporter des modifications et des précisions utiles, des précisions suite au courrier du 14 novembre 2023 du contrôle de légalité. Les autres principes décidés par la délibération du 18 octobre 2023 restent inchangés. Ces précisions et modifications sont effectives à compter du 1er janvier 2024. Ils ont été présentés, bien sûr, au comité social territorial du 13 décembre 2023. Je ne compte peut-être pas vous redonner le tableau que vous avez tous sous les yeux par rapport à ces modifications. Je vous donnerai l'explication après si vous posez la question. Deuxième point, c'était la pause méridienne. Il était défini sur la délibération du 18 octobre 2023.2b que la pause du midi intitulée pause méridienne soit considérée comme du temps de travail effectif et soit comprise dans le temps de travail de l'agent. Afin que celle-ci puisse l'être, il est précisé que les agents resteront à disposition de l'administration durant la pause méridienne. Les agents restent soumis aux besoins de la collectivité et ne pourront pas vaquer à leurs obligations personnelles. L'agent restera donc dérangeable pendant cette pause. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Max. En fait, je voulais comprendre pourquoi on ajoute la journée de solidarité en plus des 1674 heures, puisque comme on dépasse déjà les 1607 heures, et la journée de solidarité est inclue dedans, à quoi ça sert de la rajouter? En fait, c'est plus complexe que ça. Quand on a proposé cette délibération sur les 4 jours de travail, la RH avait posé la question au CDG pour obtenir des réponses par rapport à ces fameuses journées d'ARTT. Réponse qu'elle n'a bien sûr pas obtenue. Du coup, sur l'ancien calcul, donc la RH est basée sur l'ancien calcul qui était à faire, c'est-à-dire que le nombre d'heures était effectué dans la semaine pour lequel chaque demi-heure supérieure à 35 heures se voyait accorder 3 jours d'ARTT. Or, le tableau n'est pas valable. Il n'est valable qu'uniquement pour les agents qui travaillent 5 jours par semaine. En fait, le mode de calcul qu'il faut adopter, c'est pour déterminer donc le nombre d'ARTT, il est nécessaire de recalculer le nombre exact de jours de travail, formule de l'État, de multiplier ce nombre de jours par l'horaire journalier et d'ajouter 7 heures pour la journée de solidarité. Puis soustraire ce nombre obtenu, de 1607 heures, de le diviser par le nombre d'heures journalier pour arrondir le nombre de jours d'ARTT. Formule de l'État. Pour répondre à votre question un peu plus précisément, c'est parce qu'au début, nous, lorsqu'on a eu les négociations avec les organisations syndicales pour mettre en place la semaine des 4 jours, il y avait eu plusieurs scénarios proposés. Le premier, le plus simple, c'est semaine de 35 heures répartie sur 4 jours. Mais à la limite, si on faisait ça, effectivement, l'ensemble des ARTT était perdu puisqu'on était sur une semaine de 35 heures. Après différents scénarios proposés, les organisations syndicales avec l'administration et les élus ont pris la décision de mettre en place la semaine des 37 heures. Donc on fait 2 heures en plus par semaine par rapport aux 35 heures, la durée légale du temps de travail. Donc c'était pour préserver le nombre d'ARTT des agents. Et dans le calcul, il est vrai, parce que les agents chez nous font donc 1681 heures,25 à l'année, donc ça leur ouvre un nombre de droits de RTT de 9 jours. C'est ce qui leur permet par rapport aux 1607 heures de ne pas devoir, parce qu'ils ne travaillent pas 35 heures. On est obligé d'extraire la journée de solidarité, c'est une obligation légale, parce que c'est ce que chacun d'entre nous doit à la société par solidarité.
On peut revenir là-dessus. En fait, tout ça, j'ai compris, sauf que dans les 1674 heures, les 7 heures de solidarité sont déjà travaillées puisqu'on dépasse les 1607 heures. Mais nous, ils travaillent 1600. Donc, en fait, ma question, c'est pourquoi on rajoute 7 heures? Parce que du coup, ça veut dire que les agents qui travaillent 4 jours semaine doivent travailler 7 heures en plus et on leur ajoute un jour de RTT. Non, donc, pour moi, ça s'annule. Ils travaillent pas 7 heures en plus. Ils ne travaillent pas 1674 heures, nos agents. Plus 7 heures. Non, oui, mais c'est parce qu'il faut extraire la journée de solidarité. On est obligé de le présenter comme ça. Nous, ils font 1681 heures, nos agents. Oui, mais c'est 7 heures en plus des 9h25 journaliers par 4 jours. Oui. Ben donc, c'est 7 heures en plus. Non, regardez, la détermination du nombre d'ARTC, c'est 1681 heures,25 moins 1607 heures, qui est la base légale. Nous, nos agents font 1681,25 heures, donc il y a 7 heures qui sont consacrées à la journée de solidarité. 1674h25, 9,25 x 4 fois le nombre de jours, les 181 jours travaillés, ce qui donne 1674h25 plus 7 heures. Donc là, on arrive à 1600. Mais donc, ça veut dire que les 7 heures sont travaillées en plus des 9h25 x 4 jours x 181 jours. En fait, l'État, qui dans sa grande... Après l'État, j'ai compris. Voilà, mais peut-être son calcul n'est pas bon et donc revoir avec l'État, parce que là, du coup, pour moi, il n'est pas nécessaire de rajouter les 7 heures de solidarité puisqu'ils sont déjà travaillés. Mais ils sont déjà travaillés dans les 1674 heures. En fait, le calcul... Non, madame, le calcul... Dans les 1607 heures, vous avez les 7 heures de solidarité. Si vous me laissez parler, je vais vous expliquer. Mais si vous ne me laissez pas parler, je ne vais pas y arriver. Donc, en fait, le calcul se fait sur 1600 heures, pas sur 1607 heures. Et les 7 heures, c'est ce que vient de me dire la directrice des ressources humaines, les 7 heures, il faut les rajouter, en fait. Donc, ça fait dans les 1607 heures, on est d'accord. Oui. Donc, ils sont dans les 1607 heures. Je peux continuer, madame, merci. Donc, une fois qu'on a ajouté, donc je vous relis exactement ce que la formule de l'État. Moi, j'applique la loi. Donc, je vous relis. Donc, pour déterminer le nombre d'ARTT, il est nécessaire de recalculer le nombre exact de jours de travail selon la formule de l'État, de multiplier ce nombre de jours par l'horaire journalier et d'ajouter 7 heures pour la journée de solidarité, puis de soustraire ce nombre obtenu de 1607 heures et de le diviser par le nombre d'heures journaliers pour arrondir le nombre de jours d'ARTT. Oui, mais là, c'est à eux de revoir leur formule. Donc, je vous invite à aller voir la sous-préfecture. Non, mais vraiment, parce que si vous faites la même chose, le même calcul avec les gens qui travaillent à 35 heures, je suis d'accord, puisqu'en fait, la journée de solidarité, comme elle est fériée, on serait en dessous des 1607 heures, donc je suis d'accord de rajouter. Par contre, à partir du moment où dans les 1607 heures, il y a 7 heures de solidarité, à partir du moment où on dépasse les 1607, on a travaillé la journée de solidarité. Je vous entends, madame, mais je ne peux pas contester une formule qui nous a été imposée par l'État. Et je vais même vous dire que ça va plus loin. Comme j'ai dit dans mon propos au début, la question avait été posée dès le départ, dès l'organisation du projet, dès le départ avait été posée au CDG qui n'a pas apporté de réponse. Donc, l'ARH s'est basée sur ce qui existait auparavant. Et on se fait retoquer après parce que, évidemment, leur formule ne nous avait pas été donnée. En fait, il fallait deviner. Mais ouais, à partir du moment où moi, il y a dans les 1607 heures la journée de solidarité, on ne l'ajoute pas à un nombre d'heures travaillées au-delà déjà des 1607. C'est une logique. Madame, je vous entends, madame. Mais je comprends que ce soit le. On est bien d'accord que ça n'est pas de la responsabilité. J'aimerais que vous le disiez. Ça n'est pas de la responsabilité des ressources humaines de la ville de Grande-Synthe, mais bien de l'État. On est d'accord. Je fais plutôt quand même confiance aux travaux effectués par la préfecture et le contrôle de la légalité qui a repris. Quelqu'un qui est à 5 heures, à 35 heures, on est d'accord, il travaille 1607 heures. Avec la journée de solidarité, on est d'accord. On doit faire 1607 heures. Bah oui, 1600 plus 7, ça fait 1607. On est d'accord jusque-là. Oui, mais c'est 1607 heures.
Voilà. Donc à partir du moment où vous faites 1607 heures, vous n'avez pas d'heures à faire en plus. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que je me demande pourquoi on rajoute encore 7 heures aux 1674. Le calcul avec les 37 heures donne un total de 1680,25 heures. En fait, c'est les soustractions, c'est tout. Ça pourrait être... C'est peut-être la façon dont c'est présenté que ça vous semble... Après, votre calcul est bon, puisque finalement, vous générez plus de RTT, heureusement. Oui. Voilà, le calcul est bon. Sinon, en fait, si on enlève les 7 heures, ça fait 7 heures, ça fait 8 jours de RTT, on est d'accord. Mais c'est l'ajout des 7 heures qui me questionne. Donc c'est la présentation, mais la journée de la solidarité, de toute façon, est obligatoire. Et après, il y a même une plus-value pour nos agents, parce que vous avez vu que la détermination calculée par le contrôle de la légalité sur le nombre de jours de RTT est de 8,0,2 jours, arrondi à 9 jours. C'est aussi une... Alors là, je suis très content pour les agents, mais c'est un calcul... Sur les totaux, je suis d'accord, tout à fait. Par contre, c'est l'ajout qui m'a interpellée. Ouais. Je me dis, ils font déjà plus que 1607, pourquoi rajouter encore 7 heures? Je pense que c'est la façon dont ils le présentent. On vous donnera à Colette, on mettra une réponse écrite. On fera une réponse écrite. Monsieur le maire, de toute façon, je pense que c'est le calcul de l'État. Et en même temps, je pense que les organisations syndicales, vous auraient alerté, je pense, non? Ouais. Donc, et puis bon, il faut savoir que le jour de la Pentecôte, chaque entreprise, bon, c'est une collectivité, mais moi, là où je viens avant, le jour de la Pentecôte, on est obligé de travailler. Et donc, on était payé, mais on travaille 2 minutes de plus par jour pour pouvoir la donner. Vous voyez? Donc, le calcul, c'est la présentation qui fait. Et là, c'est la présentation de l'État telle qui est fait. Et surtout, il faut se dire que ça représente quand même 70 millions d'heures, soi-disant pour nos anciens, mais qui n'y auront jamais. Donc, Monsieur Dacosta, la solidarité. Ok, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, on vous fera une réponse écrite pour ce petit point peut-être de présentation. Mais je le dis et je le répète et je finirai par là, j'ai quand même plutôt confiance au calcul de la part, ou du moins j'espère, des services de l'État, puisque c'est quand même eux qui nous ont à un moment alertés sur le fait, parce que la différence était plutôt entre le nombre de jours travaillés, donc le coefficient multiplicateur n'était pas le même. Mais bon, j'ai plutôt confiance en eux. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention sur ce point à l'ordre du jour, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions non plus. Je vous en remercie. Votez à l'unanimité. Point numéro 5, l'encadrement des vacataires activités périscolaires et extrascolaires. Nathalie. Merci, Monsieur le maire. Il est nécessaire de modifier la délibération du Conseil municipal du 18 octobre 2021. L'Assemblée délibérante avait acté le recrutement d'encadrants vacataires pendant les périodes scolaires, périscolaires et extrascolaires, ne nécessitant pas la création de postes permanents. Il s'agit d'agents chargés d'effectuer les missions d'encadrement d'activités pendant les périodes scolaires. Ces vacataires cotisent au régime général et à l'IRCANTEC. Ces missions sont ponctuelles et discontinues. Ces vacations se déclineront cependant à compter du 1er janvier 2024 en accueil matin et ou soir et de la pause méridienne ainsi que les mercredis, samedis et dimanches. Les vacations pour ces nouveaux modes d'accueil sont payées sur la base du SMIG comme ci-dessous dans le tableau qui vous a été présenté. Est-ce que je vous fais une lecture du tableau? Ces montants de vacations seront majorés selon les fonctions exercées. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce point numéro 5? Non, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et on passe au point numéro 6, qui est la création d'un poste permanent d'accompagnement piano à temps non complet. Nadia. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-14, vu le décret 88-145 modifié, vu le budget, vu le tableau des emplois et des effectifs et conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, susvisés les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il apparaît donc au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent à temps non complet, 6 heures hebdomadaires, pour exercer des missions d'accompagnement piano à compter du 1er janvier 2024, il est donc proposé à l'Assemblée de créer un emploi permanent d'accompagnement piano au sein de l'École municipale des arts de la Seine, l'EMAS, à temps non complet, soit 6 heures par semaine. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nadia. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Recrutement de vacataires, animation carnavalesque. Nathalie. Vu le Code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. Pour pouvoir recruter un vacataire, les 3 conditions suivantes doivent être réunies. Recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public, et rémunération attachée à l'acte. Il est proposé aux membres du conseil municipal de recruter 70 vacataires pour rythmer la bande carnavalesque et constituer la clique menée par le tambour-major, assurer les parties musicales, parader en ville et animer les chahuts lors des 3 sorties annuelles que sont l'ouverture de la saison carnavalesque, le carnaval enfantin, le réveil et la bande des pêcheurs. Ces agents vacataires pourront être recrutés pour les festivités carnavalesques prévues chaque année. Il est proposé aux membres du conseil municipal que les vacations soient rémunérées sur la base d'un taux horaire d'un montant brut comme suit. Pour les musiciens, ouverture de la saison et le bal enfantin, SMIC brut 1,13. La vacation est estimée à environ 3h30. Réveil de la bande des pêcheurs, SMIC brut 1,38. La vacation est estimée à environ 5 heures. Pour le tambour majeur et le chef d'orchestre, les montants de vacations prévus pour les musiciens sont multipliés par 2. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 8, le recrutement de vacataires intervenants linguistiques. Nathalie. Vu le Code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. Et ainsi, pour pouvoir recruter un vacataire, 3 conditions suivantes doivent être réunies. Recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public, rémunération attachée à l'acte. Il est proposé aux membres du conseil municipal de créer 4 postes d'agents vacataires afin d'effectuer les missions d'intervenants linguistiques dans les différents groupes scolaires de la ville. Leurs missions seront les suivantes: animer des ateliers linguistiques en anglais et ou en néerlandais, adapter le niveau des ateliers en fonction de l'âge des enfants, faire découvrir aux enfants de manière ludique une nouvelle langue, jeux, livres, etc. Assurer un retour sur les différents ateliers proposés. Il est proposé aux membres du conseil municipal que les vacations soient rémunérées sur la base d'un taux horaire de 35 € brut par heure. Il convient de préciser qu'un fonds de concours de la CUD à hauteur de 15 000 € sera sollicité lors de ce conseil municipal. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération pour la mise en place d'ateliers linguistiques? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 9, le recrutement de vacataires interprètes traducteurs. Nathalie. Donc toujours, vu le Code général des collectivités territoriales, je vais peut-être vous faire... je ne vais pas vous faire la lecture à chaque fois de la même chose. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de créer 3 postes d'agents vacataires afin d'effectuer les missions d'interprète et de traduction dans le cadre de la venue des différentes délégations en lien avec le service Relations internationales. Leurs missions seront les suivantes: traduire le discours oral d'une personne d'une langue source vers une langue cible, respecter la confidentialité des informations échangées pendant les sessions d'interprétation, s'adapter aux différents niveaux de langage utilisés, comprendre le contexte et s'y adapter, utiliser enfin le matériel adapté lors d'une interprétation en simultané.
Il est proposé donc aux membres du conseil municipal que ces vacations soient rémunérées sur la base d'un taux horaire sur la base du SMIC horaire brut 1,5 selon le nombre d'heures travaillées. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Nathalie. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 10, création d'un poste permanent de médecin coordinateur au sein de l'EHPAD Zélie-Canton. Monsieur José Da Silva. Merci, Monsieur le maire. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, susvisé les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la nécessité d'assurer les missions suivantes, assurer la qualité de la prise en charge médicale au niveau institutionnel et assurer l'encadrement médical de l'équipe soignante, travailler en collaboration avec la cadre santé et le directeur de l'établissement, travailler en étroit partenariat avec les professionnels de la structure. Il est donc proposé la création d'un emploi permanent de médecin coordinateur au sein de l'EHPAD Zélie-Canton à temps non complet, 30%, soit 10h30 par semaine à compter du 1er janvier 2024. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire de grade de médecin hors classe. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à l'urbanisme, affaires foncières et immobilières. Point numéro 1, la désaffectation de la tour Curie. Albert Dacosta. Vas-y Albert. Merci, Monsieur le maire. Donc, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Sainte est propriétaire de la Tour Curie, ensemble immobilier de 3 étages édifié en 1963, comprenant 6 logements, d'une surface utile de 369 mètres carrés, situé sur la parcelle cadastrée AW 159, 6 à Grande-Sainte, au 69 bis, rue Pierre et Marie Curie. La Tour Curie était antérieurement affectée au logement des enseignants. Or, l'obligation du logement des instituteurs, mise à la charge des communes par les articles L 212-5 et L 921-2 du Code de l'éducation, est tombée en désuétude depuis l'apparition du décret N 90-680 du 1er août 1990, qui a fait perdre aux instituteurs qui accèdent au corps des professeurs des écoles le bénéfice du droit au logement. Le bailleur partenaire Habitat a sollicité l'acquisition de la Tour Curie. Préalablement à toute cession, il y a lieu de procéder à la désaffection de la dite tour. Ainsi, Monsieur le maire propose de procéder à sa désaffectation. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Je te propose de faire la numéro 2, puisque c'est le déclassement qui est obligatoire. Exactement. Aussi. Donc, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que la commune de Grande-Sainte est propriétaire de la Tour Curie, ensemble immobilier de 3 étages. Bon. La Tour Curie est antérieurement affectée au logement des enseignants. Donc, l'éducation est tombée donc en désuétude depuis l'apparition du décret 680 du 1er août 90. Donc, le bailleur partenaire Habitat a sollicité l'acquisition de la tour. Ainsi, Monsieur le maire propose de procéder à son déclassement. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces deux délibérations, la 1 et la 2 de l'urbanisme? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Pour la désaffectation de la tour Curie, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour le déclassement de la tour Curie, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 3, la convention de servitude parcelle cadastrée BB 442 et BB 443 du boulevard des Flandres. Alors, dans le cadre des travaux d'amélioration de la qualité de dessert et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, les parcelles cadastrées BB 442 et BB 443, 6 à Grande-Sainte, boulevard des Flandres, appartenant à la ville, se situent sur le tracé des travaux. Afin de permettre à Enedis de réaliser les travaux sur les parcelles cadastrées, et conformément au droit conféré aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité, il convient de consentir à Enedis des droits de servitude sur le tracé des ouvrages prévus.
L'objet de cette demande de travaux est la mise en place d'un nouveau câble alimentant le parking de McDonald's depuis le poste Enedis Bourgogne, situé sur la parcelle cadastrée BB 445, 6 à Grande-Synthe, boulevard des Flandres. À cette fin, il est nécessaire de conclure une convention entre Enedis et la ville de Grande-Synthe, l'autorisant à effectuer les travaux prévus qui seront destinés à satisfaire les besoins du service public de distribution d'électricité. Cette convention de servitude sera consentie à titre gracieux et pour la durée des ouvrages et de ceux qui pourraient lui être substitués. Monsieur le maire propose de signer une convention de servitude à titre gracieux au préfet au profit d'Enedis. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Point numéro 4, la convention de servitude parcelle cadastrée AD 307, rue Jean-Baptiste Lebas. Alors, dans le cadre des travaux d'amélioration de la qualité de desserte et de l'alimentation du réseau électrique et de distribution publique, la parcelle cadastrée AD 307 à Grande-Synthe, impasse Jean-Baptiste Lebas, appartenant à la ville, se situe sur le tracé des travaux. Afin de permettre donc à Enedis de réaliser les travaux sur la parcelle cadastrée et conformément au droit conféré aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité, il convient de consentir à Enedis ses droits de servitude sur le tracé des ouvrages prévus. Alors, l'objet de cette demande... Pardon. C'est parti. Alors, l'objet de cette demande des travaux est la mise en place d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui seront installés sur le parking de l'hôtel Ibis Budget 6 à Grande-Synthe, rue de la Porte de Lille. À cette fin, il est nécessaire de conclure une convention entre Enedis et la ville de Grande-Synthe, l'autorisant à effectuer les travaux prévus qui seront destinés à satisfaire les besoins du service public de distribution d'électricité. Cette convention de servitude sera consentie à titre gracieux et pour la durée des ouvrages et de ceux qui pourraient leur être substitués. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 5, la vente de la parcelle AY 379, rue Cortot. Alors, donc là, il est rappelé à l'Assemblée délibérante que lors de la séance du Conseil municipal du 29 juin 2021, la commune a procédé au déclassement de la parcelle cadastrée AY 379, située rue Cortot, parcelle provenant de la division de la parcelle AY 364. Lors de la séance du Conseil municipal du 14 décembre 2021, la commune a délibéré en faveur de la vente de cette parcelle à monsieur Siassia. Excusez-moi du nom, mais... et madame Sior. L'acquisition de la parcelle AY 379 sera finalement réalisée que par monsieur Siassia uniquement. À la demande du notaire chargé de la rédaction de l'acte, il s'agit d'actualiser le fait qu'il n'y aura qu'un seul acquéreur et non deux, comme initialement prévu lors de la première délibération de vente. Cependant, les conditions de prix et de vente restent inchangées. Pour mémoire, cette parcelle constitue une partie de jardin de l'habitation située au 21 rue Roussel. La vente vise à régulariser l'occupation de la dite parcelle de 21 mètres carrés par M. Siassia au prix fixé par le service des domaines, à savoir 15 € le mètre carré, prix de cession de 315 €. Et ce, afin qu'il devienne propriétaire de l'ensemble du jardin attenant à son habitation. Cette cession intervenant sur demande de régularisation par la ville de Grande-Synthe, les frais d'acte notarié seront exceptionnellement à la charge du vendeur. La ville de Grande-Synthe sera présentée par maître Justine Brasy-Le-Chien, notaire à Brédune, qui sera chargée de la rédaction de l'acte et de vente des formalités afférentes. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Albert. Y a-t-il des demandes de prise de parole pour cette petite régularisation? C'est une régularisation. Comme tu dis. Il faut passer au conseil municipal. Comme quoi. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. La modification du périmètre de l'opération d'intérêt national du domaine industrialo-portuaire de Dunkerque. Par courrier, en date du 12 mai 2022, la communauté urbaine de Dunkerque a sollicité auprès de Monsieur le Préfet l'ouverture d'une réflexion sur la modification des limites du périmètre de l'opération d'intérêt national, OIN, du domaine industrialo-portuaire de Dunkerque. Cette demande a reçu un avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 20 juin 2022. Depuis la CUD, et les communes concernées et le Grand Port Maritime travaillent sur la définition des nouveaux contours de cette OIN. Selon l'article L102.12 du Code de l'urbanisme, l'OIN est définie comme une opération d'aménagement qui répond à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l'État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers.
Ainsi, sur ces périmètres, l'autorité administrative de l'État est compétente pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable. La modification du périmètre de l'OIN peut se réaliser via la modification des limites de la circonscription portuaire du Grand Port Maritime, conformément à l'article R5312.4 du Code des transports. L'avis de la commune de Grande-Synthe est donc sollicité sur le dossier de modification de la circonscription du Grand Port Maritime de Dunkerque. La modification du périmètre de l'OIN sollicitée par la communauté urbaine de Dunkerque vise à actualiser les contours du périmètre actuel de la circonscription afin que les espaces qui n'ont plus de vocation portuaire soient réintégrés dans un régime de droit commun. Les évolutions du périmètre sur le territoire de Grande-Synthe figurent dans l'annexe cartographiée que nous avons joint. Je vous propose d'émettre un avis favorable à l'évolution de ce périmètre sur le domaine industrialo-portuaire de Dunkerque. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Le point C, c'est contrats et marchés. On commence par l'état récapitulatif des marchés lancés en procédure adaptée depuis le 18 septembre 2023, qui vous ont été transmis aux membres du conseil municipal. Y a-t-il des demandes de prise de parole concernant ces contrats et marchés? C'est quoi ces marchés, pardon? Non, je vous en remercie. Point numéro 2, concours restreint de maîtrise d'œuvre, reconstruction des services techniques, sélection des équipes candidates et du lauréat. Donc, comme vous le savez, un dossier sur lequel on travaille depuis quelques temps dans le cadre du projet de reconstruction des services techniques estimé à 4,5 millions d'euros hors taxes. Un concours restreint de maîtrise d'œuvre a été lancé le 19 juillet 2023. Les membres du jury se sont réunis en mairie le 29 septembre 2023 afin d'examiner et de formuler leur avis sur les 11 candidatures admises dans le cadre du concours restreint de maîtrise d'œuvre relatif à la reconstruction des services techniques de Grande-Synthe. Suite à l'examen des références présentées et sur l'avis de la commission du jury, les 3 équipes suivantes sont proposées. Donc, ont été sélectionnés Avant-Propos architecte de Lille, Santer Vanoff architecte de Dunkerque et Remington Style de Paris. Les 3 équipes ont remis leur pli de façon électronique via la plateforme de dématérialisation des marchés. Le secrétariat du concours a procédé à la vérification du respect de l'anonymisation des projets des 3 candidats. Les documents graphiques constituant le projet rigide ont été déposés contre récépissé et enregistrés via un code couleur apposé sur les plis. Les codes couleurs étaient rouge, jaune et bleu. Puis jugés sur la base des critères suivants par ordre hiérarchique décroissant suivant. Critères architectural, critères coût, critères démarche de développement durable, critères délai. Sur avis de la commission du jury réunie le 24 novembre 2023, je vous propose de retenir le projet qui était jaune et qui était en fait celui de Avant-Propos architecte. Je propose donc de verser la prime dans son intégralité aux 2 autres équipes au vu de la qualité de leur projet. Le montant de la prime qui avait été voté et validé par le conseil municipal en date du 27 juin 2023 était de l'ordre de 17 550 € hors taxe pour chaque candidat non retenu, donc pour les 2 candidats énoncés juste avant. Conformément donc aux dispositions de l'article R2122.6 du Code de la commande publique, un marché négocié sera conclu avec l'équipe donc lauréate Avant-Propos architecte. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Non, donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Donc on pourra annoncer Avant-Propos architecte que les membres du conseil municipal de Grande-Synthe se sont réunis et ont voté à l'unanimité leur désignation. On passe à la programmation, la convention CTG. Benoît. Merci Monsieur le maire, vraiment ravi de vous présenter ce soir cette délibération sur le renouvellement de la convention territoriale globale. Je vais en profiter pour remercier l'ensemble des élus et des services de la ville qui sont concernés par cette CTG et plus particulièrement Zamzam et Assia pour le pilotage de cette convention. Saluer également le travail de la cellule CAF portée par Anne-Marie. Je souhaite également aussi remercier la Caisse d'allocation familiale pour sa réactivité et leurs conseils et plus particulièrement Monsieur Arietta, chargé du suivi de la CTG de Grande-Synthe. La CTG est une convention qui vit au quotidien et qui nous concerne toutes et tous, avec des axes forts, tels que de favoriser les interconnexions entre les services, mais aussi avec les partenaires institutionnels et les associations de notre territoire, d'accompagner les familles dans un parcours continu et adapté aux différentes tranches d'âge, de renforcer la prévention de la santé et de favoriser l'accès aux droits, d'accompagner le bien vieillir.
Pour ne pas être trop long, tant le sujet est passionnant, je ne citerai que quelques exemples pragmatiques résultant de cette convention, avec en premier lieu le séjour vacances en famille, organisé depuis 2022, offrant aux familles qui en sont les plus éloignées le droit aux vacances. Nous lançons cette année la 3e édition pour une trentaine de familles qui vont s'inscrire dans cette dynamique de projet pour construire leurs vacances, soit de façon autonome ou soit par l'intermédiaire d'un séjour collectif porté par l'équipe du service de développement des territoires. Je peux évoquer également la dynamique inclusive que nous avons auprès des enfants porteurs de handicap dans nos centres de loisirs, la restauration scolaire ou à la petite enfance, mais aussi dans nos maisons de quartier avec les adultes, avec récemment la signature d'une convention avec les Papillons Blancs. Enfin, je finirai aussi par la dynamique impulsée par la prestation jeune avec l'ouverture d'un lieu dédié aux ados à la maison de quartier Saint-Jacques. Pour avoir une démarche collective globale et pour être en cohérence et en harmonie avec nos objectifs et aussi pour faciliter le travail des équipes et notamment de la cellule CAF de la ville, nous avons souhaité signer cette nouvelle CTG pour une durée de 2 ans. L'objectif est de s'aligner en 2026, janvier 2026, avec les projets sociaux de territoire de nos maisons de quartier. La convention territoriale arrivant à son terme, nous sollicitons le conseil municipal pour autoriser la signature de cette seconde CTG pour une durée de 2 ans. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur la CTG? Non. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. Voté à l'unanimité. Ça me permet de remercier la qualité des services de la ville de Grande-Synthe sur ce dossier, parce que c'est un dossier très technique, mais très important pour le développement de notre ville. Point numéro 2, l'adhésion du service commun énergie avec la communauté urbaine de Dunkerque. Sylvain. Merci, Monsieur le maire. Le développement de nouvelles formes de coopération entre les communes et la communauté urbaine de Dunkerque constitue un enjeu majeur du mandat, formalisé dans le cadre du pacte de gouvernance 2020-2026. Ces coopérations doivent notamment répondre aux nouveaux enjeux de territoire et aux attentes des habitants par le biais d'une administration adaptée à la transformation de la société. Que cela soit sur le plan écologique, numérique, économique ou social, en garantissant la mise en œuvre de services efficaces, réactifs et de proximité. Les domaines techniques et ressources ont été ciblés comme prioritaires pour engager cette transformation des administrations. Parmi eux, la question de l'efficacité énergétique des bâtiments publics est l'une des priorités des collectivités. La transition écologique induit une recherche à la fois d'économie d'énergie, passant par un meilleur suivi des consommations et la rénovation bâtimentaire, mais aussi la diversification des sources d'approvisionnement pour des énergies plus vertes, propres et renouvelables. La raréfaction des ressources traditionnelles et l'inflation ont conduit à une accélération des enjeux de sobriété énergétique en activant ces différents leviers qui nécessitent une expertise rare. Dans ce contexte, la communauté urbaine de Dunkerque et les 10 communes de Bourbourg, Brédune, Capelle-la-Grande, Craouic, Dunkerque, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Lefrancou, Spiker et Tettegem-Coudekerque Village ont résolu de constituer un service commun énergie. Conformément à l'article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, ce service sera opérationnel à compter du 1er janvier 2024. Ce service a plusieurs missions: suivi et optimisation des consommations énergétiques, suivi des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, accompagnement aux travaux de rénovation énergétique et développement des énergies renouvelables, recherche des CEE, certificats d'économie d'énergie, l'organisation du service et les modalités de son financement sont précisées dans la convention et annexes jointes. Il est donc demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. C'est en fait compte
C'est vraiment une expertise sur laquelle on a besoin par rapport à la communauté urbaine de Dunkerque, et c'est surtout sur la recherche des CE, les certificats d'économie d'énergie, parce que plus que la recherche, c'est la revente qui est intéressante et qui devrait donc à terme nous amener quand même quelques recettes supplémentaires. C'est des dossiers très techniques qui sont aussi très fluctuants. C'est un peu comme le cours de la bourse, la revente des certificats d'économie d'énergie, mais c'est quelque chose qui, sur un objectif de 2-3 ans, peut nous être profitable aussi bien pour réguler notre consommation énergétique. Et vous savez ô combien il nous faut maîtriser les consommations énergétiques aujourd'hui, vu le prix des fluides et de l'énergie. Donc, et sur cette revente aussi des CE, ça peut être quand même quelque chose d'intéressant sur lequel la ville de Grande-Synthe n'a pas forcément l'ingénierie nécessaire, et nos équipes sont déjà tellement mobilisées sur l'ensemble des prérogatives qu'ils ont, on ne peut pas tout faire seul. Donc là, c'est pour une fois quelque chose de bien de le faire en commun, à mon avis. Voilà, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au point numéro 3, qui est l'acquisition de véhicules et matériels d'occasion par recours de vente aux enchères. Monsieur Junot. Acquisition de véhicules et matériels d'occasion par recours aux enchères. Suite à l'incendie des services techniques de la ville en juillet 2021 et dans le cadre du renouvellement du matériel sur divers secteurs d'activité, gestion des espaces verts, entretien du patrimoine bâti et des espaces publics, il est nécessaire de renouveler le parc des véhicules et engins techniques afin de permettre aux services d'optimiser leur action et de cesser les locations en cours. Pardon. Une première délibération a déjà permis d'acquérir un certain nombre de véhicules ainsi qu'une première modification à la délibération. Toutefois, les besoins en matériel et engins ont évolué, ce qui implique une modification à l'ancienne délibération. La liste des véhicules et engins est exposée ci-après avec le prix maximum envisagé par type de matériel à acquérir. Un véhicule utilitaire de type Congo, berlingot partenaire pour 12 000 € TTC. Un véhicule utilitaire type Congo, berlingot partenaire pour 12 000 € TTC. Un véhicule de type Trafic Jumpy, 20 000 € TTC. Un véhicule de type Master, Boxer, Jumper, 25 000 TTC. Un véhicule léger 5 places type Clio 208 C3 pour 15 000 TTC. Monsieur le maire propose d'acquérir l'ensemble de ces véhicules et engins exposés ci-dessous en recourant à l'achat d'occasion pour plusieurs raisons. Les délais incertains de production et de livraison des véhicules neufs. Le coût global de l'opération est très largement supérieur. L'expertise et la capacité dont dispose la commune pour pouvoir maintenir et entretenir tout type de véhicules en régie. De plus, si les véhicules ne sont pas disponibles sur le marché de l'occasion selon les règles d'achat public, il est envisagé, selon ces mêmes règles, de participer aux enchères du site Interenchères. Les ventes de ce site proposent des véhicules et engins correspondant à la liste exposée ci-dessus. Les enchères proposées par la ville seront d'un maximum du prix exposé dans la liste, de telle manière que l'enchère ne dépasserait pas l'évaluation maximum du prix d'achat d'occasion si le véhicule était acheté sans recourir aux enchères. Il est proposé de participer aux enchères du site Interenchères car c'est ce site qui représente le plus de propositions de vente pour ce type de matériel. Il est demandé à l'Assemblée de se proposer sur l'achat d'occasion des véhicules et engins selon la liste exposée ci-dessus et au maximum des prix proposés. La participation de la commune aux enchères du site Interenchères. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Bernard. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, ça va. On a voté les bâtiments et on continue à s'équiper. Vous avez compris la stratégie. Sur le matériel professionnel, on achète du neuf ou de l'occasion de très très récente sur les tracteurs et autres, surtout souvent après des petits contrats de location d'ailleurs qui nous permettent de tester le matériel pour améliorer aussi les conditions de travail, puisqu'aujourd'hui les tondeuses ont des cabines insonorisées et protégées, ce qui n'était pas le cas avant. Par contre, pour les véhicules, nous sachons que c'est des véhicules qui roulent très peu puisqu'ils font
Ils font que de la ville, hein, ville de Grande-Synthe, ils vont très peu sur l'extérieur. Donc il n'y a aucun intérêt à acheter des véhicules chers très neufs. Donc on les achète aux enchères publiques, des véhicules d'occasion, pas forcément avec des gros kilométrages. Et comme on a un atelier mécanique qui fonctionne très bien à Grande-Synthe, ça nous permet aussi de faire les révisions et les réparations nécessaires tout au long du suivi de nos véhicules. Et ça nous permet entre autres de faire des économies et de pouvoir investir dans d'autres matériels. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? Je vous propose de la passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la section finances avec l'ouverture des crédits d'investissement pour le BP 2024. Merci, Monsieur le maire. Délibération plutôt récurrente à cette période de l'année. L'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales rappelle que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et les recouverts, les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget 2023, hors chapitre 16, est de 11 483 928,46 €. Conformément au texte applicable, il est proposé au Conseil municipal de faire l'application de cet article à hauteur maximale de 2 870 982 € et 11 centimes, soit 25% de cette somme. Vous retrouverez dans vos documents l'imputation budgétaire répartie par chapitre. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Voilà, c'est une délibération qu'on passe chaque année pour nous permettre de fonctionner jusqu'au vote de notre budget primitif. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Point suivant. Affaires éducatives, subventions aux associations sport, la convention partenariale LEA. Benoît. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la commune de Grande-Synthe a signé une convention partenariale LEA avec la Caisse d'allocation familiale du Nord afin de bénéficier des financements liés à favoriser l'accueil des familles aux loisirs équitables et accessibles. Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2023 et doit être renouvelée avec la CAF du Nord en alignement avec la durée de la convention de prestation de services ordinaire. Afin de renouveler celle-ci, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions et tout document s'y afférent. Cette nouvelle convention sera conclue pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je vous propose de passer au vote sur la signature de cette convention. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 2, la convention CAF PSO-PSU. Seconde convention. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la commune de Grande-Synthe a signé des conventions partenariales avec la Caisse d'allocation familiale de Dunkerque afin de bénéficier des financements liés à la prestation des services ordinaires et à la prestation des services uniques. Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2023 et doit être renouvelée avec la CAF du Nord. Afin de renouveler celle-ci, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions et tout document s'y afférent et d'autoriser la gestion des équipements et activités. Ces nouvelles conventions sont conclues pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Merci Benoît. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On peut passer au vote sur la convention CAF PSO-PSU. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point numéro 3, c'est le fonds de concours pour les frais d'entrée et transport des élèves. Anne-Sophie.
Merci, Monsieur le maire. Par délibération en date du 22 juin 2006, la communauté urbaine de Dunkerque a décidé, au titre de la dotation de solidarité communautaire, de participer aux charges liées au fonctionnement des écoles de ses communes membres. La finalité de cette participation est d'inciter et de favoriser l'accès de tous les écoliers de l'agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, à savoir le musée maritime et portuaire, le palais de l'univers et des sciences, Biotopia, le service éco-initiative, l'espace pédagogique de la station d'épuration de Coudekerque-Branche, la halle au sucre, le centre d'interprétation art et culture et pour la pratique sportive, le golf, la patinoire et le stade Tribu. À noter qu'en 2023-2024, à l'occasion des Jeux Olympiques, il sera proposé à l'ensemble des classes de CM1 de l'agglomération de visiter une exposition à la halle au sucre dédiée au sport. Pour ce faire, la communauté urbaine de Dunkerque a décidé de verser aux communes un fonds de concours sur le fondement de l'article L. 5215-26 du Code général des collectivités territoriales. Pour notre commune, le quota de dépenses maximum voté par la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l'année 2024 s'élève à 30 000 € TTC. Ce fonds de concours concernera les frais de transport vers les équipements communautaires ainsi que les forfaits afférents à la pratique du patinage et du golf durant le temps scolaire pour les élèves des écoles de Grande-Synthe. Dans ce cadre, conformément à l'article 5215-26 du Code général des collectivités territoriales, il convient de solliciter la communauté urbaine de Dunkerque quant à l'octroi d'un fonds de concours correspondant au montant maximum prévisionnel. Le versement d'un premier acompte pourra ainsi intervenir immédiatement dès la signature de la convention afférente et le solde ajusté à due concurrence du montant total des dépenses réellement acquittées sera versé dès la fin de l'exercice. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Anne-Sophie. Y a-t-il de demande de prise de parole? Non. Je propose de passer au vote pour solliciter ce fonds de concours des frais d'entrée et transport des élèves qui, il faut le souligner, augmente cette année puisqu'il n'était pas 30 000 € l'année passée. De mémoire, il devait être à 23 000 €. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 4, le fonds de concours à la CUD au titre des ateliers linguistiques. Afin de donner aux enfants du territoire les meilleures chances pour l'avenir, la communauté urbaine de Dunkerque, par délibération en date du 29 septembre 2023, propose de développer l'apprentissage du néerlandais et de l'anglais sur le périmètre communautaire, en proposant à ses communes membres des ateliers linguistiques pour les enfants pouvant s'intégrer sur les temps périscolaires, extrascolaires et le campus une fois par semaine et par structure. Dans le dispositif mis en œuvre, les communes recrutent les intervenants pour les classes de maternelle et élémentaire. La ville de Grande-Synthe propose ces ateliers aux enfants scolarisés du CE1 au CM2. La communauté urbaine prend en charge le coût des intervenants dans la limite de 35 € par heure. En ce qui concerne notre commune, le fonds de concours pour l'année 2024 s'élève à 15 000 € TTC. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Voilà, une délibération corollaire à celle que nous a présentée tout à l'heure Nathalie en RH pour justement engager des intervenants. Sur ce fonds de concours au titre des ateliers linguistiques, y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On va présenter donc maintenant le point numéro 5 qui sont les avances sur subventions. Donc ça se fera à 2 voix. Je passe tout d'abord la parole à Michel Dassonville pour donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 premières délibérations. D'accord. Merci, Monsieur le maire. La STV aura à faire face dès janvier 2024 à des dépenses de fonctionnement et qu'il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte de 212 000 € sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au budget primitif 2024. En vertu des dispositions de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales définissant la prise illégale d'intérêt, les membres du conseil municipal concerné et mentionnés ci-contre ne prennent pas part au vote pour cette association. Ne participent pas au vote Karine Fanchon,
Patrick Juste, William Sergent. La Maison de l'Initiative aura à faire face, dès janvier 2024, à des dépenses de fonctionnement et qu'il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte sur la subvention de 398 000 € qui sera inscrite en sa faveur au budget primitif 2024. En vertu des dispositions de l'article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales définissant la prise illégale d'intérêt, les membres du conseil municipal concerné mentionnés ci-compte ne prennent pas part au vote pour cette association. Ne participent pas au vote Nicolas Damy, Benoît Cuvelier, Michel Pinel-Attab, Keltou Mamichi, Nathalie Demazière. L'amicale du personnel communal aura à faire face dès janvier 2024 à des dépenses de fonctionnement et qu'il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte de 250 000 € sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au budget primitif 2024. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que la régie de quartier aura à faire face dès janvier 2024 à des dépenses de fonctionnement et qu'il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte de 75 000 € sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au budget primitif 2024. En vertu des dispositions de l'article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales définissant la prise illégale d'intérêt, les membres du Conseil, en vertu des dispositions de l'article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales définissant la prise illégale d'intérêt, les membres du Conseil municipal concernés ci-compte ne prennent pas part au vote pour cette association. Ne participent pas au vote Bernard Junot, Nicolas Damy, Denis Verrit, Michel Pinel-Attab. Bécard Blues Festival aura à faire face dès janvier 2024 à des dépenses de fonctionnement et qu'il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte de 10 000 € sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au budget primitif 2024. La AATGS, Association Aquariophilie et Terrariophilie, aura à faire face dès janvier 2024 à des dépenses liées au fonctionnement et qu'il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte de 2 500 € sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au budget primitif 2024. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que l'association Les 3A aura à faire face dès janvier 2024 à des dépenses liées à la gestion financière du PIC et qu'il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte de 5 000 € sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au budget primitif 2024. L'association des aînés aura à faire face dès janvier 2024 à des dépenses liées au fonctionnement et qu'il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte de 2 000 € sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au budget primitif 2024. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Voilà, sur les délibérations présentées par Michel, y a-t-il des demandes de prise de parole? C'est toujours pareil pour faire fonctionner nos associations, le temps de voter notre budget. S'il n'y a pas de prise de parole, on va passer au vote. Pour la STV, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour la Maison de l'Initiative, y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour l'amicale du personnel, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour la régie de quartier, y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Pour le Bécard Blues, y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour la ATGS, y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus. Voté à l'unanimité. Et pour l'association Les 3A, y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et pour l'association des aînés, y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et je passe la parole à Karine, qui a 3 délibérations. Merci, monsieur le maire. Il est exposé à l'Assemblée que le GS Football aura à faire face dès janvier 2024 à des dépenses liées au fonctionnement, qu'il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte de 144 000 € sur la subvention qui sera inscrite en sa faveur au budget primitif 2024. Le GS Cyclisme aura à faire face dès janvier 2024 à des dépenses liées au fonctionnement, qu'il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte de 10 000 € sur la subvention du budget primitif 2024. Et l'association des poneys du Prévert aura à faire face dès janvier 2024 à des dépenses liées au fonctionnement. Il est nécessaire de prévoir le versement d'un acompte de 22 500 € sur le budget primitif 2024. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération.
Y a-t-il des demandes de prise de parole sur les 3 délibérations présentées par Mme Franchon? Non, donc je vous propose de passer au vote. Pour l'OGS Football, y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour l'OGS Cyclisme, y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus. Et pour l'association des poneys du Prévert, y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus, c'est voté à l'unanimité. On passe au point numéro 6, qui est l'avance sur subvention pour le CCAS au titre de l'année 2024. Je passe la parole à Patrick Juste. Merci, Monsieur le maire. L'action sociale municipale est une priorité pour améliorer le quotidien et lutter contre l'exclusion. Le CCAS met en œuvre cet accompagnement et coordonne cette action sociale et solidaire. Aussi, afin de garantir le fonctionnement du CCAS et le versement des aides au Grand Saintois éligibles jusqu'au vote du budget primitif 24, une avance de subvention est sollicitée par l'établissement pour un montant de 700 000 €. Elle permettra notamment d'assurer les premiers versements auprès des 240 familles bénéficiant du minimum social garanti. Cette avance servira également pour le premier trimestre 2024 à l'accompagnement des Grands Saintois en grande précarité, à la suite des accueils d'urgence par les assistantes sociales, via les chèques d'accompagnement personnalisés, des titres de paiement permettant aux personnes en difficulté d'acheter des produits de première nécessité. De plus, l'avance facilitera également la réalisation des mandats directement auprès des usagers ou des prestataires dans le cadre des dettes liées aux fluides, à l'énergie, au maintien dans le logement et de verser aux étudiants le revenu minimum étudiant ainsi que les aides à la formation et à la mobilité professionnelle. En conséquence de quoi, Monsieur le maire propose à l'Assemblée de se prononcer à ce sujet, d'approuver le versement d'une avance sur subvention au CCAS pour un montant de 700 000 € et d'imputer la dépense à l'article et au chapitre y afférent lors du budget primitif 2024. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions non plus, voté à l'unanimité, je vous en remercie. Le fonds d'aide exceptionnel aux associations, Monsieur Dassonville. Un crédit total de 60 000 € a été ouvert au titre du fonds d'exceptionnel au budget primitif 2023 afin de soutenir les associations dans l'organisation de manifestations et la réalisation des projets qu'elles ont prévus. Il est soumis à l'Assemblée à la liste des subventions à verser au titre de ce fonds suivant les conditions fixées avec les associations par convention. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la subvention exceptionnelle à la Croix-Rouge pour les inondations dans les Hauts-de-France. La mission de la Croix-Rouge française, reconnue d'utilité publique, a pour but d'alléger les souffrances humaines, de protéger la vie et la santé et de faire respecter la dignité humaine, particulièrement dans les conflits armés et dans les autres situations d'urgence. La région des Hauts-de-France a été particulièrement touchée par des pluies incessantes pendant 32 jours d'affilée. Pluies incessantes qui ont engendré des catastrophes naturelles liées à des inondations, laissant de nombreux foyers en situation de détresse. Je vous propose ce soir d'attribuer à la Croix-Rouge une subvention exceptionnelle de 5 000 € qui leur permettra de venir en aide aux sinistrés des Hauts-de-France touchés par les multiples catastrophes d'inondation de ces dernières semaines. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Et je vous en remercie. Et je vous en remercie surtout pour les sinistrés qui vivent des moments difficiles. Et on sait ô combien ça peut être compliqué et délicat de traiter avec les assurances et aussi de reprendre une vie normale. Point numéro 9, la demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles pour l'installation d'un musée numérique Microfolie au sein du campus de la Réussite. Michel. Merci, Monsieur le maire. La ville de Grande-Synthe, soucieuse de la réussite éducative des jeunes Grands-Saintois, propose la mise en place d'un musée numérique, Microfolie, au sein du campus de la Réussite. La Microfolie est un dispositif de décentralisation culturelle porté par le ministère de la Culture et coordonné par l'établissement public du parc de la Grande Halle de la Villette. Dans une démarche éducative globale, le musée numérique permet de venir compléter l'offre éducative grâce à un outil innovant de qualité dédié à l'ouverture culturelle.
Une microfolie est un équipement qui propose des contenus culturels, ludiques et technologiques. Les microfolies doivent toucher des publics aussi diversifiés que possible, fédérer les acteurs locaux et rayonner sur le territoire. Elles pourront aussi compléter et renforcer des dynamiques culturelles préexistantes. Les contenus du musée numérique sont gratuits et permettent d'avoir accès aux collections nationales des 12 établissements culturels fondateurs et à plusieurs collections régionales et européennes. Les musées concernés sont le Centre Pompidou, le Château de Versailles, le Musée d'Orsay, le Grand Palais, le Musée du Quai Branly, le Louvre, l'Institut du monde arabe, le Musée national Picasso, l'Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux, le Festival d'Avignon et Universcience. La microfolie est une véritable plateforme culturelle de proximité. Les activités de la microfolie sont à destination de tous les publics, familles, groupes scolaires, associations, jeunes, et ont vocation pour les habitants à animer le territoire en créant un lieu de vie convivial et accessible à tous, réduire les inégalités en offrant aux habitants un accès aux œuvres des plus grandes institutions culturelles, régionales, nationales et internationales à travers le musée numérique. Le budget estimatif de ce projet s'élève à 19 099 € TTC qui correspond aux acquisitions nécessaires et notamment du matériel informatique et mobilier et les charges de fonctionnement pour la première année. La DRAC peut financer jusqu'à 80% de ce montant, soit un montant de 15 279 € de subvention. Il convient de faire valider par le conseil municipal la sollicitation auprès de la DRAC de ce financement pour ce projet. Il est donc proposé au conseil municipal de donner son accord pour la réalisation du projet d'installation d'un musée numérique au sein du campus de la Réussite pour un montant estimé de 19 099 €. Les crédits seront prévus au BP 2024. Solliciter auprès de la Direction régionale des affaires culturelles une subvention de 80% du montant TTC, soit une subvention de 15 279 €. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents en lien avec cette délibération. Il est demandé à l'Assemblée de se prononcer sur cette délibération. Merci Michel. Une belle initiative en faveur de nos jeunes, mais pas que, parce que ce sera vraiment intergénérationnel. Et je te remercie parce que quand on ne va pas au musée, le musée vient à nous. Exactement, et puis c'est une chance pour que ce soit les grands, les petits, même les retraités, de pouvoir accéder à tous ces musées sans se déplacer. En plus, ce sera interactif avec des casques, et je regarde Patrick Juste qui est sur ces thématiques-là, donc c'est vraiment quelque chose de novateur, et il faut aussi remercier la DRAC pour son effort sur ce financement et sur l'accès à la culture, c'est important. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Il nous reste à approuver les décisions prises depuis le 22 septembre 2023. Appelle-t-elle des observations de votre part? Non. Donc on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions non plus. C'est voté à l'unanimité. Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 21 février. Il me reste à toutes et à tous à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, qu'elles soient fraternelles, en famille, et qu'elles vous apportent beaucoup de bonheur. Pour ceux qui sont en salle et pour les élus, comme c'est le dernier conseil de l'année, on vous invite dans la salle d'à côté à un petit moment de convivialité. Bonne soirée à tous, bon Noël, bonne année.